Sur cette chaîne, on parle beaucoup de stand. En même temps, le stand c'est un peu un des éléments fondamentaux et structuraux de JoJo's Bizarre Adventure. Mais jusque là, on peut quand même noter qu'on a eu une petite tendance à s'intéresser à certaines catégories bien spécifiques de stands. On a beaucoup parlé de stands très puissants, des stands qui possèdent des capacités de réification du temps, de l'espace ou encore de la gravité. On a aussi parlé du symbolisme endémique à certains stands, symbolisme qui véhicule de nombreuses thématiques propres à l'œuvre et qui nourrit de manière très substantielle sa valeur artistique et référentielle. Ouais, tout ça c'est bien beau, mais les stands c'est un peu comme les Pokémon, il y en a des très cool, des très classe, des très puissants, et puis il y a les autres, ceux qui sont tout de suite moins beaux voire moches, pas très puissants, très spécifiques dans leurs capacités, et qui fricotent de très près avec la médiocrité et même l'étrangeté voire la bizarrerie. Alors je me posais cette question simplissime. Quel est le stand le plus étrange, le plus bizarre de JoJo? Alors on est d'accord, c'est un peu pléonastique de parler de stand bizarre dans un manga qui s'appelle JoJo's Bizarre Adventure. Pourtant, dans cette très longue liste de 165 stands répartis sur 8 parties, il y en a forcément un qui sort du lot et qui mérite la palme du stand le plus bizarre de la création. Mais comment définir quel stand est bizarre, me direz-vous? Selon quels critères? Quels paramètres? Parce que étrange, d'un point de vue sémantique, ça peut vouloir dire un peu tout et n'importe quoi. Considère-t-on un stand comme étrange par rapport à son esthétique, à sa ou ses capacités, à sa place au sein de la narration, ou par rapport à ce qu'il est censé transmettre et représenter? Eh bien je vous dirais que pour élire le stand le plus bizarre de JoJo, nous allons factoriser tous ces éléments. Comme d'habitude, je me répète, mais votre avis peut bien évidemment différer du mien, et peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, auquel cas faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors déjà tout de suite d'emblée, on peut quand même avouer une chose, tous les stands de JoJo sont un peu bizarres, chacun à leur manière. Un stand de base, c'est bizarre. Prenez Sticky Fingers par exemple, ultra classe, ultra puissant, mais on parle quand même d'un truc qui déjà n'a pas d'yeux, et qui pose des fermetures éclairs partout, et qui en a même des grosses sur lui à des endroits un peu étranges. Mais c'est ce qui fait le charme de JoJo à vrai dire, que les stands aient tous leur part de mystère, leur part d'étrangeté, leur part de spécificité. En vérité, les stands nous amènent implicitement à questionner notre rapport à l'autre. Les stands hypostasient la notion d'altérité. Autrement dit, le stand est une fenêtre ouverte sur l'esprit des gens. Et par le stand, on en apprend beaucoup sur un personnage. Un stand comme King Crimson par exemple, incarne la volonté impérialiste et dominatrice de son manieur, ce qui se reflète parfaitement dans son physique imposant, dans ses capacités et dans la manière dont il est portrait dans l'histoire. Le simple fait de voir King Crimson en dit extrêmement long sur son manieur, Diavolo. Mais il y a beaucoup de stands qui s'affranchissent de cette structure, de ce principe assez classique entre guillemets. Les premiers qui me viennent en tête pour illustrer ça sont certains stands de la partie 4 comme Earth, Wind and Fire, le stand de Mikitaka Azekura, Pearl Jam de Tonio Trossardi ou encore Superfly de bidule chouette. Déjà, Mikitaka a-t-il un stand ou est-il un extraterrestre? C'est un mystère de taille relative qui plane sur ce personnage, même s'il apparaît assez logique qu'il possède tout simplement un stand en vrai. Cette simple ambiguïté rend déjà Earth, Wind and Fire très étrange, et si on adjoint ça à sa capacité de transformation, et à son passage très bref dans le scénario, Mikitaka devient un des personnages les plus bizarres et mystérieux de JoJo, un personnage véritablement emblématique de Diamond is Unbreakable. Alors pourquoi Mikitaka a un stand comme ça? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi son stand n'a-t-il aucune matérialisation physique? Et ben, à côté de ça, le stand de Tonio Trossardi est un peu un cas similaire. Pourquoi il est là? On sait pas. Pourquoi il est moche comme ça? On sait pas non plus. Et enfin, sa capacité est vraiment unique en son genre et très étrange. Pearl Jam est un stand qui de prime abord fait peur, mais qui est en vérité éminemment positif. Contrairement à une grande majorité des stands, Pearl Jam possède des capacités curatives très bénéfiques et qui font du bien à ses cibles. Un stand à l'introduction très original, voire même très étrange, car durant tout cet épisode scénaristique, Araki joue sur l'ambivalence de l'alignement de Tonio, par des phases d'alternance de plans plus qu'antithétiques. Un coup c'est le plus gentil des cuistots, et un autre il a l'air d'un tueur compulsif qui va te charcuter si tu dis que son plat est légèrement trop salé. Superfly est un stand d'une incroyable originalité, c'est littéralement une tour électrique vivante, et il nous rappelle à bien des égards le stand de Loro-Utan, Strength, de Stardust Crusaders. Mais là où Superfly est vraiment étrange comparativement à Strength, c'est qu'il retient son manieur prisonnier, et fait donc partie de cette catégorie de stands qui ont un effet délétère sur leur hôte. Alors on peut trouver une relative explication à pourquoi le stand emprisonne Toyohiro son manieur. Toyohiro est décrit durant son combat contre Josuke comme un être asocial, qui a délibérément choisi une voie d'ermite et d'isolation. Le fait qu'il développe un stand prison est en quelque sorte un reflet de son incapacité à dépasser cette associabilité.
une métaphore de son emprisonnement psychologique et de ses conceptions de la société humaine qui sont très restreintes. Toujours est-il que c'est un stand tout de même très bizarre. La partie 4 n'est vraiment pas en reste en ce qui concerne les stands bizarres, et même s'il y en a pour chaque partie, proportionnellement, c'est sans doute celle qui semble en accueillir le plus, que ce soit en termes de design, de capacité ou encore de présence scénaristique. On notera cependant quelques trucs un peu ésotériques dans les autres parties. Dans Vento Oreo, on a un stand très spécial. Non, je ne parle pas de King Crimson et de son mini-moi sur le crâne, mais bien de Notorious B.I.G., un stand dont l'activation est post-mortem, ce qui est déjà étrange en soi. Son manieur carnet était-il au courant que son stand allait s'activer à sa mort? Ou bien était-ce un véritable coup du destin et le stand a acquis cette capacité à sa mort? Très étrange. Après, on ne reviendra pas sur le pouvoir du stand et son apparence physique dont on a déjà assez parlé, et qu'on peut tout de même chercher à rationaliser plus ou moins. Notorious B.I.G. me rappelle un peu le stand de Devo, Ebony Devil dans Stardust Crusaders. Stand qui ne s'active qu'une fois que le manieur a subi des dégâts provenant de sa cible, mimant ainsi une sorte de rite de sang sacrificiel. Ce stand était très bizarre puisqu'en plus, il s'incarnait dans une poupée maléfique, un peu comme Chucky. Mais je pense qu'il y a quand même plus étrange si on creuse bien. Dans la partie 6, il y a deux stands très intéressants. Le premier, c'est Burning Down the House, un stand qui, encore une fois, colle à cette thématique des stands à structure matérielle, comme ceux qu'on a vus précédemment. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce stand est censé être le fantôme. Oui, le fantôme, d'une salle de musique qui se trouve dans une prison et qu'on ne peut pénétrer que par un interstice minime dans un mur. Ouais, c'est pas très catholique tout ça si vous voulez mon avis. D'autant plus que c'est le stand d'un gosse de 11 ans qui est né et vit dans la prison à l'insu de tout le monde. Le deuxième stand que j'aimerais mentionner, c'est un stand très particulier. C'est le stand considéré comme le plus faible de JoJo's Bizarre Adventure, et ce, de manière intradigétique, et donc pour ainsi dire, de manière presque officielle. Il s'agit bien évidemment de Survivor, un stand qui est totalement autonome et automatique, qui ne peut se mouvoir qu'à travers des surfaces liquides, et qui n'a pour seul objectif intrinsèque que d'instiguer la haine et la hargne chez ses victimes, faire croître leur instinct guerrier destructeur, à tel point qu'ils en perdent la tête et ne sont plus animés que par un irrésistible désir de violence et de brutalité. Dio considère que Survivor est le stand le plus faible qu'il ait jamais rencontré, mais aussi un des plus pernicieux, stand qui, s'il est utilisé correctement et au moment opportun, peut se révéler extrêmement mortel, ce que le père Pucci comprendra parfaitement. La capacité du stand est assez étrange, bien que très originale, aucun problème là-dessus, mais juste, regardez-moi ces choses, oh, quelle horreur! On dirait une fusion entre un blob et un poulpe. Dans Steel Ball Run, on pourrait arguer que D4C est un stand très étrange par sa capacité, et notamment la manière dont elle est portraite lors de son introduction. Vous connaissez sans doute le même Who Shot Johnny, qui a tiré sur Johnny, qui a été détourné à maintes reprises, ou bien encore la vidéo du youtubeur X-Force qui a cherché à décomposer de manière compréhensive ce chapitre plus que confusant et presque abscon. Mais finalement, une fois qu'on a assimilé l'essence du pouvoir de D4C et qu'on l'a bien rationalisé, le stand n'est plus aussi étrange et mystérieux. A vrai dire, l'enjeu de cet arc, et par extension de la fin de Steel Ball Run, se joue dans ce processus de démystification de la capacité de D4C. Capacité qui nécessite du temps avant d'être découverte, mais qui est plutôt facile à appréhender, surtout qu'elle s'inscrit parfaitement dans la trajectoire idéologique de Funny Valentine. Non, personnellement je pense que deux stands sortent vraiment du lot dans Steel Ball Run en termes de bizarrerie. Le premier, c'est Sugar Mountain. Sans surprise, cet arc de Steel Ball Run était basiquement excellent, par ses enjeux, par sa tension, par ses énigmes et par ses phases d'action incroyables. L'épisode de Sugar Mountain est d'ailleurs une réinterprétation d'une des fables d'Ésope, celle du bûcheron et de Mercure/Hermès. Mais ce qui nous intéresse le plus dans notre quête du stand le plus bizarre, c'est le fait que Sugar Mountain possédait un manieur des plus étranges. Sugar Mountain était littéralement le stand d'un arbre. Oui, d'un arbre, vous avez bien entendu, un arbre est capable d'avoir un stand. Au début, on peut aisément penser que c'est la jeune fille, Sugar Mountain, la magneuse du stand, mais ce n'est guère le cas, puisque c'est bien le stand d'un arbre. Personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de véritablement génial dans l'idée qu'un arbre puisse avoir un stand. Le fait qu'un arbre soit une entité à part entière, neutre, ni bonne, ni mauvaise, mais bel et bien existante et spirituelle, voire possiblement consciente. Le deuxième stand de Steel Ball Run qui retient mon attention, c'est... oui, vous l'avez deviné, oui, c'est bien lui. C'est de lui qu'on va parler. Heya, le stand de notre bon Poco Loco. Heya est clairement l'un des stands les plus bizarres de JoJo, hands down comme on dit outre-Atlantique. Déjà il suffit de voir sa gueule pour comprendre qu'on a affaire à un bon dernier de la classe. Regardez comment il se tient comme un branquignol avec son corps tout frêle. Bon après je dis ça mais en vérité j'aime bien son design personnellement. Je le trouve presque mignon même. On dirait un petit Rasta robot. Mais là n'est pas la question. Heya déjà il y sort de nulle part, comme ça.
sans aucune explication. Pour rappel, la majorité des stands de Steel Ball Run se développent soit au contact du corps du Christ, soit dans la Devil's Palm, la paume du diable, une structure intangible qui se déplace continuellement et qui est bien souvent mortelle pour quiconque s'y retrouve piégé. Poco Loco a-t-il à un moment ou un autre atteint la Devil's Palm, ou a-t-il développé son stand de manière innée? Telle est la question, auquel cas, il doit posséder une sacrée puissance psychologique, si même des gens comme Funny Valentine ont développé le leur dans la Devil's Palm et pas autrement. Heiya n'a absolument aucune capacité. Il n'offre pratiquement rien à Poco Loco. Il a une conception très populaire chez les fans, qui pensent que Heiya booste drastiquement la chance de Poco Loco et qu'il lui permet ainsi d'accomplir des miracles. Mais non, Heiya n'a aucune capacité offensive, défensive ou utilitaire. Araki lui-même l'a confirmé dans son Jojo Veller. Il se tient juste là, sur Poco Loco, et il l'encourage. Et rien d'autre. Voilà. He's just standing there, menacingly. En vérité, ce stand c'est surtout un écho spirituel à la psyché de Poco Loco, qui pense qu'il a une chance absolument incroyable, car une diseuse de bonne aventure le lui a prédit. Le stand n'est là que pour motiver Poco Loco et le convaincre d'exploiter son taux de chance au maximum. Mais à part ça, il est complètement inutile. Ce qui n'empêchera pas Poco Loco de gagner le Steel Ball Run après la disqualification de Diego et une infinité d'autres circonstances plus que fortuites. Heiya, on ne sait pas d'où il sort. Il est très bizarre physiquement, et en plus il est parvenu à créer une véritable ambiguïté quant à ses putatives capacités, qui au demeurant se sont révélées absolument inexistantes. Même Survivor, considéré comme le stand le plus faible des 6 premières parties, a un potentiel infiniment plus grand que Heiya. C'est dire, clairement Heiya c'est un peu un type bizarre, mais je pense qu'il est surpassé par un autre stand dans ce domaine. Le stand que personnellement je considère comme le plus étrange de toute l'histoire de JoJo, c'est Cheap Trick. Je ne pense pas qu'il existe un stand plus malaisant et plus étrange que ce truc. Son apparence physique est absolument rebutante, une sorte de pseudo-Gollum qui est tout bonnement insupportable quand il parle, avec son tic de langage là, sa vieille particule bizarre en fin de phrase. Le stand s'est primairement développé sur Masaso Kinoto, qui avait été percé de la flèche par le père de Kira, et Cheap Trick a tout simplement assassiné son propre manieur, grâce à d'habiles stratagèmes. Chose encore plus inconcevable, ce dernier n'a pas disparu et s'est à la place greffé sur Rohan, à tel point qu'il est virtuellement devenu son stand, bien que Rohan en possède déjà un. Ce stand est donc extrêmement inconventionnel sur une multitude de niveaux. Il brise les codes de la science et de la logique des stands, tout en ayant une capacité des plus étranges et pernicieuses. Il se greffe sur le dos de son manieur, ou plutôt sa victime, comme un sale parasite. Et il parle. Il parle, encore, et encore. Il chuchote, il murmure, il s'esclaffe, il radote, il confabule, il ne fait rien d'autre que jacter à longueur de temps pour littéralement rendre fou son hôte et le forcer à faire ce qu'il veut de lui. Dans le cas de Rohan, le stand a hérité de la volonté de protection du père de Kira à l'égard de son fils, et il a subséquemment cherché à faire disparaître les preuves qui mettaient en danger le tueur en série de Morio. Comme son nom l'indique, la capacité du stand est vraiment tricky, c'est-à-dire très insidieuse, très circonvenue, vraiment malsaine. En effet, si quiconque voit le stand sur le dos de Rohan, ce dernier décédera et il sera transmis à la personne qui l'a vu, poursuivant inlassablement ce cercle funeste. En théorie, Cheap Trick est presque invincible, le stand est sacrément redoutable, mais heureusement, Rohan a eu la présence d'esprit et l'ingéniosité de se servir de son environnement et de l'allée fantomatique de Morio à son avantage. De mon côté, je me demande bien quelle aurait été l'interaction entre Cheap Trick et un stand qui peut agir sur les forces du temps comme Star Platinum par exemple. Après, si on se penche sur la question, je pense que Cheap Trick a pas mal de counters potentiels dans tous les stands de JoJo. Toujours est-il que ce stand est vraiment la quintessence, la meilleure représentation du mot étrange. Il y a tout qui est étrange chez lui. Son esthétique, sa capacité, ses motivations, son introduction, même sa mort est étrange. Qu'est-ce qu'il est censé représenter scénaristiquement et symboliquement? Peut-être une mise en exergue de la relation entre la puissance du langage et des mots, représentée par Cheap Trick, opposée à la puissance artistique du manga, incarnée par Rohan. Pour être honnête avec vous, j'en sais foutre rien. Il faut pas chercher plus loin que ça je pense. Toujours est-il que ce stand est reparti comme il est venu, et je suis persuadé qu'il en a fait cauchemarder plus d'un. Pour moi, c'est lui qui restera le stand le plus étrange de JoJo. Même si j'avoue que, paradoxalement, je m'attendais à avoir des stands encore plus étranges que lui quand j'ai commencé JoJo Lion. Mais il n'en fut rien. Le bougre maintient son statut de stand le plus bizarre de JoJo à mes yeux.
Quoique à bien y réfléchir, le stand Les Feuilles, il est sacrément perché quand même. On parle d'un stand qui appartient littéralement à une rue. JoJo's Bizarre Adventure n'a pas son égal quand il s'agit de créer des choses étranges, confusantes, voire même inconcevables. Ce qui est d'autant plus intéressant quand on sait qu'il s'agit d'un manga où cohabitent tantôt rationalité et absurdité, science et fiction, savoir et croyance. Chaque stand est unique en son genre, et il nous laisse rarement de marbre, que ce soit par leur puissance, leur apparence, ou encore leur excentricité et leur bizarrerie. Allez, dites-moi dans les commentaires quel stand est pour vous le pinacle de l'étrangeté dans JoJo, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, arrivederci.